Alors maintenant, on va s'intéresser à la fonction f de xy égale x3y sur x2 plus y4 pour xy différent de 0, 0, et 0 en 0. Et là, il faut qu'on fasse tout, il faut qu'on vérifie quand est-ce qu'elle est continue, quand est-ce qu'elle est dérivable, quand est-ce qu'elle est différentielle. Donc commençons par la continuité. Ce qu'on peut observer déjà, c'est que tant qu'on n'est pas en 0, 0... Oula, qu'est-ce que c'est moche, pardon, je vais écrire mieux que ça. Ok, alors, continuité. Ah voilà, beaucoup mieux. Petit raté de la tablette, voilà. Pouf, continuité de f. Alors, ce qu'on peut observer déjà, c'est que du moment qu'on n'est pas en 0, 0, bah f c'est le quotient d'un polynôme sur un autre polynôme. Donc sur l'ouvert, R2 privé de 0, 0, f c'est juste ça, hein, du moment qu'on n'est pas en 0, 0. Et ça c'est un quotient de fonction continue avec le dénominateur qui ne s'annule pas. Donc f est continu sur R2 privé de 0, 0. Donc f est le quotient de deux fonctions continues, des polynômes. Et le dénominateur x2 plus y4 ne s'annule pas sur cet ouvert, du moment qu'on n'est pas en 0, 0, x2 plus y4 ça s'annule pas. Et le quotient de deux fonctions continues, du moment que le dénominateur ne s'annule pas, eh ben c'est une fonction continue. Donc f, elle est continue sur R2 privé de 0, 0. Évidemment, la question, c'est la continuité en 0. Alors, comme toujours, pour savoir ça, on va commencer par essayer avec les coordonnées polaires. Et si on n'y arrive pas avec les coordonnées polaires, ben on pourra commencer à chercher des contre-exemples. Donc, qu'est-ce qu'elle donne f quand on l'écrit en coordonnées polaires? Et si je calcule valeur absolue de f de r cos θ, r sinus θ, est-ce que ça tend vers 0 quand r tend vers 0? Est-ce que j'arrive à majorer par une fonction qui dépend que de r et qui tend vers 0 quand r tend vers 0? Alors en coordonnées polaires, on obtient r au cube cos sinus au cube, cos θ au cube, fois r sinus θ au cube, le tout sur R2 cos carré θ plus R4 sinus puissance 4 de θ. Donc au dénominateur, au numérateur, je peux mettre en facteur R puissance 4 cos cube θ sinus θ. Et au numérateur, je peux mettre en facteur un R carré cos carré θ, facteur de cos carré θ plus R2 sinus puissance 4 de θ. Très bien. Alors, qu'est-ce que je peux en dire de cela? Bon, bah déjà, je peux simplifier les R. Et il reste R au carré. Alors, ce que je peux remarquer aussi, c'est que hop là, on peut séparer ici les valeurs absolues. Et là, j'ai un sinus qui est plus petit que. Alors, pour le moment, je vais garder le cosinus parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Hop là, cosinus au cube de θ. Et il me reste quoi au dénominateur? Il me reste cos carré θ plus r carré sinus θ. Alors maintenant, ça a l'air un peu compliqué de majorer, parce que bon, pour majorer ça, il faut minorer le dénominateur et majorer le numérateur. Alors majorer le numérateur, on pourrait toujours dire que cos au cube c'est plus petit que 1, mais comment minorer ce dénominateur? Hop, puissance 4 ici. Parce que du coup, il ne faut pas majorer le dénominateur. Majorer le dénominateur, ça ne sert à rien. Il faut minorer le dénominateur pour pouvoir majorer la fraction.
Et là, ça me saute pas aux yeux, quoi. Cos θ, ça peut valoir 0, sinus θ aussi. Alors, pas les deux en même temps, mais d'un autre côté, là, il y a un R. Par quoi est-ce que je pourrais minorer ce truc-là? Parce qu'on peut remarquer, c'est que lui, quoi qu'il arrive, il est toujours positif. Donc, tout le dénominateur est toujours plus grand que cos carré θ. Et du coup, 1 sur cos carré θ plus r carré sinus puissance 4 de θ, bah, c'est plus petit que 1 sur cos carré θ. Donc, au final, ma fonction en coordonnées polaires, elle est plus petite que r carré cos θ au cube divisé par cos carré θ. On a minoré le dénominateur par cos carré θ, donc on a majoré la fraction par r2 cos au cube sur cos carré θ. Et là, on voit qu'on va pouvoir simplifier des cosinus. On obtient r au carré fois cos θ en valeur absolue tout court, une fois qu'on a simplifié les cosinus ici. Et là, c'est pas indifférent, hein, c'est bien vrai égal. Et bah, cosinus, comme toujours, il est plus petit que 1, donc en fait, en fin de compte, on arrive à majorer cette fonction par r au carré. R au carré, c'est une fonction qui ne dépend que de r, il n'y a plus de θ. Et c'est une fonction qui tend vers 0 quand r tend vers 0+. Et ça, c'est la condition pour que la limite de f de r cos θ, r sinus θ moins f de 0, 0 soit 0 en 0, 0. Donc f est continu en 0, 0. Donc f, elle est continue sur tous les points qui ne sont pas 0 et elle est aussi continue en 0, 0. Donc f est continue sur R2. Parfait. Alors, regardons maintenant sa dérivabilité. Pour la dérivabilité, il faut regarder si les dérivées partielles de cette fonction existent. Alors allons-y. Dérivabilité de f. Comment étudier ça? Alors, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que quand on n'est pas en 0, donc sur R2 privé de 0, 0, la fonction f de x0, x, y0 et la fonction f de x0, y vont être dérivables, hein, c'est juste des quotients de polynômes. Donc df sur dx et df sur dy, ça existe et on peut les calculer. Alors du coup, df sur dx de x0, y0, qu'est-ce qui se passe si on fixe y égale y0 et qu'on dérive par rapport à x cette fonction? Bah, on n'a plus qu'à appliquer les formules que vous connaissez depuis super longtemps, là, sur la dérivation des quotients. Et ça nous donne... Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne... Alors, que je me trompe pas. Ça nous donne 3 x0 au carré y0. Si je dérive le dénominateur... Si je dérive le numérateur pardon, par rapport à x, j'obtiens 3x0 carré fois y0 que je dois multiplier par le dénominateur x0 carré plus y0 carré moins x0 au cube y0, le numérateur fois la dérivée du dénominateur qui est 2x0. Et je divise le tout par le dénominateur au carré, et je m'aperçois que j'ai fait une erreur ici, c'est pas y0
au carré, c'est y0 à la puissance 4. Et j'ai donc x0 au carré plus y0 puissance 4, le tout au carré. Qui me donne au total, alors, est-ce qu'il y a des simplifications? On a des 3x0 puissance 4 y0 moins 2x0 puissance 4 y0. Donc j'ai un seul x0 puissance 4 y0 plus 3x0 au carré, y0 fois y0 puissance 4, donc y0 puissance 5. Et je dois diviser ça par x0 carré plus y0 puissance 4 au carré. df sur dy, même chose, sauf que cette fois, je fixe le x et je dérive par rapport à y. Et donc, si je fais ça au point x0, y0 qui n'est pas 0, 0, j'obtiens x0 au cube, donc cette fois, je dérive le numérateur par rapport à y, fois le dénominateur, qui n'a pas changé d'avis, c'est toujours x0 carré plus y0 puissance 4, moins x0 au cube y0 fois la dérivée du dénominateur par rapport à y, c'est donc 4y0 puissance 3. Et je divise le tout par x0 plus y puissance 4, y0 au carré plus y0 puissance 4, le tout au carré. Alors, est-ce qu'il y a des simplifications? Le premier terme, c'est un x0 puissance 5 qui se simplifie avec personne. Ensuite, on a x0 au cube fois y0 puissance 4, moins, et ici on va avoir un x0 au cube, on va avoir moins 4 x0 au cube fois y0 puissance 4, donc au total on a moins 3 x0 au cube y0 puissance 4, le tout divisé par x0 au carré plus y0 puissance 4 au carré. Ça, c'est les dérivées partielles pour les points qui ne sont pas 0, 0. Qu'est-ce qui se passe en 0, 0 maintenant? Donc cette fois, pour étudier la dérivabilité en 0, 0, eh ben, il faut qu'on calcule les taux d'accroissement de la fonction en 0, 0. Donc on regarde f de x0 et on fait son taux d'accroissement en 0. Ça nous fait du f de 0 plus h0 moins f de 0, 0 sur h, où h c'est un réel non nul. Et ça nous fait f de h0, le tout sur h. f de h0, ça fait h au cube fois 0 sur h2 plus 0 puissance 4, donc ça fait 0. Divisé par h, 0 sur h, ça fait 0. Et quand h tend vers 0, on fait tendre h vers 0 en tout dernier, ça tend vers 0. Donc df sur dx existe et vaut 0. De même, si je fais f de 0y et que je fais le taux d'accroissement de cette fonction qui dépend de y en 0, ça fait f de 0, 0 plus h, moins f de 0, 0, le tout sur h. Donc, comme f de 0, 0, ça fait 0, on a juste f de 0h sur h. f de 0h, ça fait 0 au cube fois h sur 0 carré plus h4. Ça nous fait donc du 0, que je divise par h. Ça fait donc 0, qui tend vers 0, quand h tend vers 0. Donc df sur dy de 0, 0, ça existe aussi, et ça fait 0. Donc f est dérivable aussi en 0, 0. Donc en fait, f est dérivable sur R de tout entier, c'est notre conclusion. Et on a obtenu les dérivées partielles. df sur dx, c'est une fonction qui est définie sur R2 tout entier et qui a xy dans R2, associe... Alors, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé x4y moins
plus 3 ou moins 3 plus 3 x2 y5 divisé par x2 plus y4 au carré. Ça, c'est si xy est non nul. Et 0 si xy égale 0. df sur dy, on a trouvé que ça nous faisait du x puissance 5 égale x puissance 5 moins cette fois 3 x3 y4 sur x2 plus y4 au carré. Si xy est non nul. Et sinon, on a trouvé que df sur dy de 0, 0, ça fait 0. Donc l'ensemble où f est dérivable, c'est R2. Un truc qu'on peut remarquer ici, c'est que les dérivées partielles df sur dx et df sur dy, du moment qu'on est sur R2 privé de 0, 0, donc pas en 0, bah du coup ce sont aussi des quotients de polynômes, donc elles sont continues. Et on sait qu'une fonction qui a des dérivées partielles continues est différenciable. Donc pour la différenciabilité, on peut d'ores et déjà dire que en tout point qui n'est pas 0, 0, la fonction va être différenciable. Donc sur R2 privé de 0, 0, les dérivées partielles de f sont continues. Comme précédemment, parce que c'est des quotients de polynômes dont le dénominateur ne s'annule pas. C'est des quotients de fonctions continues dont le dénominateur est non nul. Donc f est différenciable au moins sur R2 privé de 0, 0. Il nous reste donc à discuter de la différenciabilité en 0. Alors est-ce que cette fonction est différenciable en 0 ? Allez. Différenciabilité en 0, 0. On ne sait pas. On va voir. Donc pour la différenciabilité en 0, 0, on pourrait regarder si les dérivées partielles sont continues en 0, 0, ou sinon on utilise la définition. Donc pour la définition, il faut qu'on trouve un vecteur A, tel que quand je prends un vecteur H, f de H moins f de 0, 0, moins gradient de moins A produit scalaire avec H, le tout sur norme de H, tendent vers 0 quand H tend vers 0, et on a vu que A, dans ce cas-là, c'est le gradient de f. Donc ici, le gradient de f en 0, 0, on a trouvé que c'était df sur dx de 0, 0, ça fait 0, df sur dy aussi. Donc pour déterminer la différenciabilité, il faut que je prenne un vecteur de R2 et que je calcule f de 0, 0 plus h moins f de 0, 0 moins le gradient de f en 0, 0 produit scalaire h. Il faut que je divise tout ça par la norme de h. Et il faut que je vois si ça tend vers 0 quand h tend vers 0, 0.
Eh ben, faisons donc. On obtient donc ça nous fait du f de h1, h2, c'est le premier terme. f de 0, 0, ça fait 0. Gradient de f, on a trouvé 0, donc gradient de f produit scalaire h, ça fait 0. Donc il nous reste juste f de h1, h2 sur h1 carré plus h2 carré. C'est-à-dire h1 au cube h2 tout court, divisé par h1 au carré, c'est bien ça? J'ai un doute. C'est ça. Divisé par h1 au carré plus h2 puissance 4 fois racine de h1 carré plus h2 carré. Ok. Et il faut que j'étudie la limite de ce truc-là quand h tend vers 0, 0. Bah pour ça, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler G de H1, H2. Et bah, je vais commencer par regarder ce qui se passe quand j'étudie G en coordonnées polaires. Et je vais essayer de montrer que G de H1, H2 tend vers 0 quand H tend vers 0, 0. Alors, G de R cos θ, R sinus θ, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne donc du R au cube cos sinus au cube fois R, donc au total R puissance 4, cos θ au cube sinus θ, divisé par racine de h1 carré plus h2 carré, du coup ça devient R, et ici je vais avoir, dans la parenthèse, R carré cos carré θ plus R4 sinus puissance 4 de θ, le tout fois racine de h1 carré plus h2 carré qui fait R. Donc j'ai R4 cosinus de θ au cube fois sinus θ. Alors la parenthèse, je peux mettre R en R carré même en facteur, et ça me fait un total de R au cube, cos carré θ plus R carré sinus puissance 4 de θ. Et là, je vais pouvoir faire comme ce que j'avais fait quand j'étudiais la... qu'est-ce que je voulais dire? Continuité, pardon, de f. Je vais me débarrasser du sinus qui est ici, mais je vais garder le cosinus pour le moment, dans l'espoir qu'il se simplifie avec lui, là. Les R, ils vont se simplifier, et il va me rester, donc, plus petit que R cos θ au cube, divisé par cos carré θ plus R2 sinus 4 θ. Et maintenant, comme pour la continuité, on va remarquer que lui, là, eh ben, il est positif. Du coup, le dénominateur est plus grand que cos carré θ. Du coup, 1 sur cos carré θ plus R2 sinus 4 de θ, c'est plus petit. Quand on divise, ça inverse les inégalités. Donc c'est plus petit que R cos θ au cube sur cos carré θ. Et là, on peut simplifier les cosinus. C'est donc égal à R cos θ en valeur absolue, qui est lui-même plus petit que R tout court, puisque cos θ, pour ne pas changer, c'est plus petit que 1. R, c'est une fonction qui, vous l'aurez remarqué, ne dépend que de R, et qui tend vers 0 quand R tend vers 0+. Et ça, c'est pile ce qu'il nous faut pour montrer que G de R cos θ, R sinus θ, ça tend vers 0 quand R cos θ, R sinus θ tend vers 0, 0. Et G, vous vous rappelez, G de H1, H2, c'était... Donc G de H, c'était F de 0, 0 plus H moins F de 0, 0 moins le gradient de F en 0, 0 produit scalaire avec H. Le tout divisé par norme de H.
Et donc ce qu'on vient de montrer, c'est que cette limite, quand h tend vers 0, 0, est égale à 0. Hop là. Et ça, c'est la différenciabilité de f en 0, 0. Et on savait déjà que f était différenciable partout ailleurs. Donc notre conclusion, c'est que f est différenciable sur R2. Remarquez qu'on aurait pu commencer par là, si on avait été optimiste. Et les fonctions différenciables sont automatiquement dérivables, donc elles ont des dérivées partielles, et continues. Donc en fait, on aurait pu en déduire, si on avait obtenu que f était différenciable sur R2 en premier, on aurait pu directement en déduire la continuité et la dérivabilité de cette fonction sur R2 tout entier. Alors cette fonction, à quoi ressemble-t-elle? Elle ressemble à ça. Donc on voit assez bien qu'elle est continue en 0, 0. Pour ce qui est de ses dérivées partielles, on peut fixer par exemple une valeur pour y et regarder comment la fonction évolue quand on fait bouger que le x. Et voir ce qui se passe quand on change la valeur de y qui est fixée. Donc ça revient à étudier cette fonction-là qui dépend que de x. Et ce qu'on a obtenu, et qu'on voit un peu sur le dessin, c'est que quand je regarde la fonction à y fixée, donc ici y il est fixé égal à 0,4, ici il est fixé égal à 1,4, et bien effectivement ça me semble être une fonction qui est dérivable à peu près partout. Donc df sur dx de xy, ça a l'air d'exister pour tout x et pour tout y. Et si je fixe y égale 0, j'obtiens la fonction f de x0 qui est constante nulle, comme on a calculé. Si je remets le graphe de f et que je regarde ce qui se passe quand je fixe x égale a, et que je regarde la fonction f de ay, donc avec x fixé égale à a, on obtient une fonction que, effectivement, on a l'impression de pouvoir dériver quel que soit y. Voilà, si je fixe x égale 3,8, c'est cette fonction-là. J'ai effectivement l'impression que f de 3,8y, je vais pouvoir la dériver en n'importe quel y. Et quand je fixe x égale 0, ben j'obtiens à nouveau une fonction constante nulle que je peux à nouveau dériver partout. Alors ça ne suffit pas pour la différenciabilité, cela dit. Pour la différenciabilité, il faut que partout on ait un plan tangent. Alors je m'aperçois que là, je n'ai pas tracé le plan tangent en n'importe quel point. Je ne sais pas si le logiciel aurait pu. Le seul point qui était vraiment problématique, c'était 0, et on s'aperçoit que le plan z égale 0, il est tangent à cette surface en 0, 0. Ce qui correspond à ce qu'on a obtenu avec les deux dérivées partielles nulles. Et c'était à ça que ressemblait la situation ici.